Coucou, aujourd'hui on va parler de faire le vide. Parce que quand on a 10 000 idées à la minute, quand on a 10 milliards de projets, plein de centres d'intérêt, qu'on change de centre d'intérêt régulièrement, qu'on s'intéresse à plein de trucs régulièrement nouveaux, eh bien il y a deux effets principaux. C'est que d'abord on encombre sa tête, on a le petit vélo qui pédale sans arrêt. On a du mal à s'endormir parce qu'on est sans arrêt en train de penser, qu'on n'arrive pas à arrêter la machine. On est sujet aux angoisses parce qu'on a tendance à mouliner en permanence sur tout un tas de trucs et que ça peut devenir hyper oppressant. Et ensuite dans ta vie, c'est-à-dire que quand tu t'intéresses à plein de sujets, en général, ta bibliothèque déborde. En général, tes placards débordent parce que tu vas t'intéresser à la pâtisserie. Alors, tu vas acheter tout le nécessaire pour pâtisser comme un chef. Tu vas t'intéresser à la fabrication de meubles. Alors, du coup, tu vas acheter tous les outils pour apprendre à fabriquer des meubles, etc., etc. Et tu te retrouves complètement encombré, complètement oppressé entre les objets et les pensées qui t'assaillent en permanence. Et ça, c'est un problème que j'ai, c'est un problème que beaucoup de gens autour de moi ont, qui est un problème basique de multipote en fait. On n'arrive jamais à s'arrêter, on n'arrive jamais à faire le vide, que ce soit dans notre tête ou dans notre maison, c'est super difficile. Et c'est super difficile justement du coup de choisir des projets, de choisir des objets quand on fait le tri. C'est quelque chose de très compliqué. Alors voilà, on va parler un petit peu des petites astuces que moi j'ai pu mettre en place dans ma vie et qui marchent pour plein de gens tout à fait différents, mais qui sont super adaptés pour les multipotes et qui fonctionnent hyper bien avec les multipotes avec qui je travaille. Parce que c'est un de nos problèmes principaux. Quand on veut réussir à tout concilier dans notre vie, quand on veut réussir à avancer en s'intéressant à tout et en avançant sur tous les projets qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qui nous font envie, ben, il faut qu'on mette en place une organisation. On a besoin d'ordre et on a besoin d'une certaine discipline, en tout cas d'une autodiscipline, de manière à pas se laisser envahir et à pas se laisser déborder et à pas se noyer finalement dans un verre d'eau. Alors déjà, le plus simple, c'est comment ne se désencombrer et ne plus se laisser encombrer dans sa vie, dans sa maison, dans son bureau, dans sa voiture, les objets. C'est le plus facile parce que c'est le matériel. Et le matériel, en fait, ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. C'est comme pour beaucoup de choses. C'est une question de changer d'habitude, de, de, de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes ici, ça serait d'accumuler, de passer d'une passion à une autre et d'accumuler. Le truc, c'est que quand on se passionne pour quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à y apprendre. Si à un moment donné, on a l'impression qu'on a fait le tour et que on n'a plus rien à en apprendre et qu'on se désintéresse de ce sujet, ça sert à rien de garder tout ce qui est en relation avec ce sujet-là une fois que tu as pris ce que tu avais à apprendre dans ce sujet-là. Je prends la pâtisserie, par exemple. Une fois que tu as appris à faire ce que tu voulais faire en pâtisserie et que tu sais, t'en as tiré l'intérêt que tu avais à en tirer, que tu sais ce que tu veux faire avec ce que tu as appris, est-ce que c'est bien utile de garder toute la panoplie? Non. C'est utile de garder ce qui va continuer à te servir, ce qui va continuer à te plaire, ce que tu as vraiment appris qui va rester, et il y aura certainement des choses qui vont rester,
Peut-être que ce que tu as appris qui te plaît, c'est de faire des glaçages. Bah, tu vas garder tout le matériel qui te sert à faire des glaçages, mais tu n'as peut-être pas besoin de garder les 50 milliards de moules en formes différentes. Voilà, à ce moment-là, au moment où tu t'es désintéressé du sujet qui t'a passionné à un moment et que tu sais ce que tu veux en garder, c'est plus facile de faire le tri. Donc tu vas choisir ce moment-là, tu vas te dire, bon là, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que j'ai pas fait telle ou telle sorte de gâteau. Bah, je vais prendre les ustensiles qui me servaient à faire ces sortes de gâteaux et puis je vais m'en débarrasser. Donc tu peux les mettre en vente, tu peux les donner. Il y a plein de façons il y a plein de façons de faire le vide. Alors là, je te parle de pâtisserie, mais ça peut être de sujets beaucoup plus intellectuels, hein. Ça peut être des bouquins, ça peut être toute la panoplie pour apprendre à faire de la calligraphie. Ça peut être tellement de choses, quoi. Tu le sais bien, hein, de toute façon, quand tu t'intéresses à un truc, en général, tu te retrouves avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Et donc, le bon moment, c'est quand tu te rends compte que tu t'es désintéressé de ce sujet-là et tu gardes ce que tu penses que tu vas continuer à utiliser parce que c'est le truc que tu avais envie d'apprendre et que tu vas garder de ce thème-là, de ce sujet-là, et le reste, tu dégages. Et c'est comme ça pour tout. Donc, pour tous les objets dans ta maison et je suis sûre que si tu ouvres tes placards, tu vas avoir, tout un tas d'objets liés à tout un tas d'anciens intérêts passés, de sports différents, de tout un tas de choses que tu gâches, en fait. Parce qu'en les gardant dans tes placards sans t'en servir, c'est juste du gâchis. Il y a des gens que ça intéresserait vachement d'apprendre cette nouvelle matière ou ce nouveau sport ou ce nouveau hobby et qui serait ravis de t'acheter tout ton attirail plutôt que de le laisser dormir dans un placard sans qu'il serve à personne. Donc, quand l'intérêt est passé, c'est vachement plus facile de faire le tri de ce que tu vas garder ou pas. Donc, tu te poses la question, tu te poses avec un papier et un crayon, tu regardes ce que là, toi, tu es, dans quel intérêt tu es en ce moment, dans quelle passion est-ce que tu es en train de poursuivre en ce moment, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, de quoi tu as besoin en ce moment. Et ensuite, avec tout le reste, tu vas faire ce tri. Tu vas garder que ce qui continue à te servir et le reste, tu vas l'évacuer. Il y a plein de méthodes de rangement qui sont assez intéressantes à regarder parce que par exemple, bon, bah, celle dont beaucoup de monde parle ces dernières années, c'est la méthode KonMari, qui est issue du livre de Marie Kondo, La magie du rangement, et qui préconise en fait de rassembler les objets par catégorie justement et de faire un tri par catégorie du moins émotionnel au plus émotionnel. C'est-à-dire que tout ce qui est souvenir, etc., on va le garder pour la fin. Elle fait commencer par les vêtements, ensuite les papiers, ensuite tout le reste des objets de la maison et à la fin on fait les souvenirs. Donc c'est une méthode qui marche très bien parce que tu joues vachement sur le côté émotionnel que tu as, le rapport émotionnel que tu as avec tes objets. Tu vas prendre ton objet dans ta main et tu vas te demander s'il t'apporte de la joie, si tu l'aimes, si c'est un objet que tu as plaisir à manipuler ou à porter au quotidien. Et si c'est pas le cas, eh ben ça vire. Donc ça, c'est une méthode qui est assez intéressante que tu peux regarder. Tu peux lire ce livre, tu peux trouver plein d'articles qui vont t'expliquer comment fonctionne cette méthode et du coup, faire un grand tri dans toute ta maison parce elle préconise de faire un grand tri d'un coup et effectivement, moi, je l'ai fait et il y a beaucoup de gens, autour de moi qui l'ont fait et qui ont fait ce grand tri, d'un coup de la maison. Ça n'empêche pas de continuer à trier après parce que vraiment, pour moi, le tri, c'est comme les couches d'un oignon, hein. T'enlèves, moi je suis ADN écureuil, donc j'étais vraiment en mode je garde tout parce qu'on sait jamais. Et je me suis retrouvée avec des maisons pleines d'objets qui ne servaient à rien. Donc vraiment, quand j'ai fait ce gros tri, ça a été une grosse délivrance parce que je me suis séparée de bien la moitié, si c'est pas les trois quarts de ce que j'avais. Par contre, depuis, je refais quand même des petits tris régulièrement.
et notamment à travers le défi tri. On se lance un défi tri comme ça sur Facebook, dans un groupe dédié. Tous les 2 mois, on fait une semaine de tri rapide et ça aide à maintenir et c'est là justement que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les couches d'un oignon. J'ai enlevé les grosses couches avec la méthode KonMari, j'ai vraiment enlevé le plus gros et puis tout ce que j'avais pas été capable de me séparer à ce moment-là, bah, petit à petit, j'ai commencé à m'en détacher et à me rendre compte de ce qui m'était vraiment utile ou pas et au fur et à mesure, bah, tous les objets qui ne me sont pas vraiment utiles, je les enlève, comme j'enlève les couches d'un oignon. Ensuite, tu as la méthode Fly Lady, qui est une méthode d'entretien de la maison où tu sépares ta maison par zone. Donc là, on est plus dans le ménage, mais il y a une grosse partie des encombrements dans cette maison, donc dans cette méthode. Et donc, tu as des sessions de désencombrement de 5 minutes. Donc, tu vas faire ce qu'elle appelle Miley Cyrus, donc qui a écrit Entretien avec mon évier, qui est... c'est peut-être pas Miley Cyrus. C'est pas du tout ça. Mais elle a un nom qui ressemble, je le mettrai dans la description. Mais c'est pas du tout Miley Cyrus. Bref, donc c'est le sauvetage de pièces, les 5 minutes de sauvetage de pièces. Tu vas passer 5 minutes par jour à virer tout ce qui sert à rien dans une des pièces de ta maison et au fur et à mesure, tu vas faire un désencombrement comme ça. Après, dans la méthode Fly Lady, il y a d'autres méthodes de désencombrement plus poussées. Mais ça peut être intéressant aussi de travailler comme ça. Et quand tu as du mal à te mettre au tri, de te dire juste, bon, bah, je le fais pour 5 minutes sur tel placard, je fais 5 minutes, je vire ce qui me sert à rien. Ça peut être une solution. Euh, Après, tu as la technique Dominique Laureau dans l'art de la simplicité qui elle a fait des listes en fait des indispensables dans l'art de la simplicité. En fait, il y a plein de listes par catégorie aussi d'objets, par pièce, etc. de ce qu'elle elle considère comme indispensable. Après, moi, je pense que ça c'est vraiment propre à chacun. Euh, Par exemple, elle parle de 7 pièces de vêtements pour chaque sorte de vêtements, donc 7 pantalons, 7 pulls, 7 vestes, qui comprennent été ou hiver pour faire une garde-robe complète. Bon, ça peut être un bon point de départ pour faire le tri et pour essayer de voir un petit peu de quel est ton minimum à toi. Donc d'essayer de te faire tes listes à toi de quel est ton minimum, de quoi tu as besoin dans ta cuisine, de quoi tu as besoin dans ton placard, de quoi tu as besoin dans ton bureau et d'essayer de t'en tenir à ça. Donc ça peut être des pistes, ça peut être des pistes de réflexion et tout ce qui tourne autour du minimalisme de manière générale, parce qu'en fait, en se désencombrant, en s'allégeant, en, en se simplifiant la vie, ça nous simplifie beaucoup de choses par ailleurs. Quand tu as 3, 4, 5 projets sur le feu, t'as pas le temps de passer 3 heures par jour à nettoyer ta baraque. T'as pas le temps de faire une lessive par jour parce que tu as 50 000 fringues et que tu te changes 3 fois par jour. Et ça sert à rien en fait. C'est tout ce cheminement-là en fait qu'il faut commencer vers lequel c'est bien de commencer à s'intéresser, à essayer de se remettre en question sur l'ampleur de nos possessions. J'essaierai de te retrouver cet article où il y avait un photographe qui avait photographié des familles avec toutes leurs possessions devant elles et à quel point ça pouvait être choquant d'un pays à l'autre, à quel point on avait un nombre de possessions assez astronomique et c'est le cas pour nous. Tu te rends compte à quel point tu es riche quand tu te rends compte de tout ce qu'il y a dans ta maison en fait déjà. Même si t'as pas des masses de thunes, quand tu as une maison en général, tu as une maison et elle est pleine à craquer. Et ça, en fait, c'est un souci. C'est un souci pour une question de temps, pour une question de fluidité. Quand tu te lèves le matin et que paf, paf, tu prépares ton petit déj, paf, tu choisis tes vêtements, paf, tu gagnes un temps fou et tu es dans cette fluidité qui fait que bah, t'es pas entravé par des objets. C'est quand même dommage de se laisser entraver la vie par des objets
Alors, ça ne veut pas dire de pas acheter ou de pas acquérir les objets dont on a besoin quand on a une nouvelle passion et qu'on est à fond et qu'on a envie d'apprendre et que du coup on va acheter les trucs qui correspondent. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ça parce que ça, je pense pas que ce soit la solution dans notre configuration de cerveau en fait. On a besoin de se mettre à fond dans une thématique pour apprendre vite, pour expérimenter, pour toucher du doigt. Donc on a besoin de passer par cette phase-là. La phase par laquelle il faut passer ensuite et qu'on zappe la plupart du temps, c'est celle de se débarrasser de ces objets-là. Et ça veut dire aussi se débarrasser de l'idée de devenir un expert dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir un expert, hein. C'est pas parce que tu es multipote que tu ne peux pas devenir expert dans un domaine. Ça veut juste dire que tu ne seras pas the experte qui va vraiment connaître son sujet à fond et se concentrer que sur ce sujet-là. Forcément, il y a un moment donné où toi, tu vas bifurquer sur autre chose. Et c'est très bien, c'est pas grave. C'est juste que du coup, quand tu as bifurqué sur autre chose, tu n'as plus besoin de tous ces objets-là. Par contre, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui en aura besoin et qui sera bien content de te les racheter ou qui sera bien content de les trouver à l'association dans laquelle tu les auras donnés. Et ce sera peut-être un multipote que tu pourras aider justement en te débarrassant de toutes les choses qui ne te servent plus à toi. Donc ça, c'était pour ce qui concerne la maison. Maintenant, pour ce qui concerne dans ta tête, c'est pareil en fait. C'est vachement plus compliqué. C'est vachement plus compliqué de se débarrasser de ces 10 milliards de pensées à la seconde. On a 60 000 pensées, je crois, dans une journée. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est impossible de s'arrêter de penser, on est bien d'accord. Par contre, c'est possible de créer l'espace. C'est possible de, c'est possible de choisir ce qu'on laisse rentrer dans notre champ de conscience. C'est possible de changer la qualité de nos pensées. Et c'est possible de faire une sorte de vide. C'est pas forcément possible de faire complètement le vide. On n'est pas des maîtres de la méditation, c'est clair, mais par contre, déjà, on peut juste créer l'espace. Ça, c'est Christine Levicki qui nous avait fait faire ça dans ses séminaires Wake Up, ses séminaires de développement personnel Wake Up. On s'asseyait tous les jours avant, avant les cours de l'après-midi et on avait 10 minutes où on devait rien faire du tout. Et elle nous expliquait qu'elle, elle faisait ça parfois dans sa voiture, entre deux rendez-vous, en allant chercher ses enfants à l'école. Bah, elle se pose et elle essaye de ne rien faire du tout, de ne pas nécessairement penser à quelque chose, mais en tout cas juste de créer l'espace et de voir ce qui émerge. Et c'est pas tout à fait méditer parce que tu vas pas repousser les pensées qui t'arrivent ou en tout cas essayer de te recentrer sur sur ta respiration ou etc etc. Tu vas juste rien faire et laisser émerger ce qui émerge. Alors au début ça peut être très compliqué parce que justement, tu as toutes tes pensées qui te viennent, etc., etc. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que quand tu regardes le paysage, tu fais rien, tu te poses et tu regardes la beauté extérieure, bah, les idées qui émergent à ce moment-là, elles sont extrêmement créatives, elles sont extrêmement bonnes. Et je te conseille de prendre un petit carnet quand tu fais ça parce que en général, à un moment donné, il faut noter parce que ce qui émerge dans ces moments-là, eh ben, c'est vraiment de la qualité. Et, euh, et déjà, ça peut être un premier exercice facile si tu médites pas pour apprendre à méditer. Parce que méditer, c'est un petit peu la marche d'après, je dirais. D'abord, créer l'espace. Après, pour moi, c'est complémentaire, hein. C'est pas parce que tu médites que tu peux pas juste te poser, observer le paysage et juste créer l'espace et rien faire pendant 10 minutes pour voir ce qui émerge. Mais méditer, c'est encore le palier du dessus parce que là, justement, tes pensées, elles arrivent, tu vas te recentrer sur ta respiration, sur tes sensations et tu vas laisser passer les pensées sans y prêter attention. Et tu as des applications pour t'aider à faire ça. La méditation guidée, quand on commence la méditation, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus accessible. Et ça t'apporte un centrage, un alignement que, qui est vraiment difficile à atteindre autrement, en fait. La méditation, c'est vraiment un outil génial pour ça, parce que tu vas ressortir de ta méditation aligné, il n'y a pas d'autre mot. T'es toi, t'es là, t'es dans le moment présent, et t'as plus qu'à y aller, quoi.
C'est c'est vraiment un état qui est particulier et qui est vraiment, vraiment salvateur quand on a le cerveau qui mouline à 100 000 à l'heure. La méditation, c'est comme prendre un grand bol d'air dans ton cerveau, quoi. Donc voilà, deux techniques pour essayer de faire le vide dans ta tête, créer l'espace et méditer. Et je te parlais de faire attention à ce qui rentre dans ton champ de conscience et de faire attention à la qualité de ce que tu fais rentrer dans ton champ de conscience. Faire attention à ce que tu regardes. Si tu regardes la télé, les informations, les films violents et négatifs, les séries, tous ces trucs-là, euh, c'est des choses dont il faut pas abuser, il faut faire attention quand je sais pas si tu as déjà fait, quand il arrive quelque chose de grave, du genre un attentat ou quoi, de rester bloqué sur une chaîne d'information 24/24 pendant plusieurs heures. La sensation que tu as quand tu arrives enfin à décrocher de la télé, c'est assez horrible en fait, le niveau d'énergie avec lequel tu sors de cette expérience. Et c'est comme ça, même quand tu te contentes d'écouter les nouvelles le matin à la radio dans ta voiture en allant au boulot, hein. Ça fait vraiment le même effet. C'est un espèce d'effet lavage de cerveau négatif. On va te parler de tout ce qui se passe mal dans le monde dès le matin. C'est pas vraiment la meilleure façon de commencer la journée ni de la finir. Souvent, on regarde aussi les infos le soir en mangeant. Franchement, moi, j'ai plus la télé depuis des années, je regarde pas les informations. Pourtant, je suis tout à fait au courant de ce qui se passe, hein, c'est pas un souci. J'ai d'autres canaux d'information et je choisis ce que je regarde et quand je le regarde, et ça change tout. Euh, c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Cette semaine sur la team, on est en déconnexion, essayer de déconnecter au max des écrans et des réseaux sociaux. Parce qu'avec les smartphones et avec tous les accès faciles aux écrans et à Internet qu'on a en permanence, bah, ça rajoute du bruit, en fait, là où nous, on en a déjà énormément dans notre tête. Le fait d'être sans arrêt accroché à Twitter, à Facebook, d'être sans arrêt en train de regarder ce qui se dit, d'être sans arrêt en train de regarder des vidéos sur YouTube, c'est pareil. Tu te mets dans un état d'esprit, tu t'en rajoutes en fait. C'est comme si tu étais déjà à bout en train de pédaler au max et tu te rajoutes encore de la vitesse. Tu te dis, faut que j'y aille encore, faut que j'y aille encore. Alors que, en fait, il suffit juste de couper au moins de temps en temps ou de ralentir, de te mettre, si tu n'y arrives pas de toi-même, de te mettre des applis qui te permettent de mesurer et de gérer un petit peu ton rapport avec les réseaux sociaux et déjà, par exemple, de te donner 1 heure le matin avant d'allumer ton téléphone ou d'ouvrir ton ordinateur, de pas allumer ton téléphone direct dès que tu te réveilles, mais de faire autre chose. De faire autre chose, ça peut être de prendre un café ou un thé et justement d'aller créer l'espace à un moment, le temps d'émerger, de rien faire et juste boire ton thé et regarder regarder le ciel, et ben ça change toute la couleur de ta journée, ça change toute l'énergie de ta journée en fait. Plutôt que de commencer avec le brouhaha incessant de la télé ou des réseaux sociaux, c'est vraiment la même chose. Tu as vraiment cet effet brouhaha incessant qui rajoute en fait au petit vélo que toi tu as déjà dans la tête. Et si tu arrives à faire ça, essaye, ne serait-ce qu'une semaine, essaye de créer l'espace une fois par jour, de te prendre une appli de méditation et de te faire une petite médite de 10 minutes une fois par jour et de te mettre des limites dans le temps d'internet et de ce que tu regardes, si tu regardes la télé ou les infos ou ce genre de choses, d'essayer d'au moins le limiter, si tu n'arrives pas à l'arrêter complètement, d'essayer d'au moins le limiter et d'observer ce qui se passe pour toi. Et tu vas voir que les choses vont être vachement plus claires, que si tu arrives à faire ça et le tri chez toi, bah, tu vas avoir une quantité de temps qui va se libérer absolument phénoménale. Et ce temps, à quoi tu peux l'utiliser? Tu peux l'utiliser à travailler sur les projets qui te passionnent.
et à faire émerger ces projets qui te passionnent. Et c'est ça, en fait, le plus important. Est-ce que le plus important, c'est de consommer de l'information, de vivre empilé dans nos centaines et nos milliers d'objets, ou est-ce que c'est de se faire plaisir et de suivre nos envies et de créer comme on a envie de créer? Je pense que c'est faire ce qu'on a envie et créer comme on a envie. Et du coup, le fait de se libérer du temps, le fait de se libérer de l'espace dans ta maison, dans ta vie, dans ta tête, ça peut tout changer en réalité. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu penses que tu es concerné par ce problème, je t'invite à mettre en application ces quelques petits conseils pendant une semaine et de me dire un petit peu ce qui a émergé pour toi. Parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent émerger de ces petites actions qui sont des petites actions mises les unes bout à bout. Ça fait des gros changements. Et tu peux venir en parler dans la team Multipossible, même si on est en déconnexion en ce moment. Lundi prochain, on reprend et on remettra les posts comme d'habitude. Et si tu as besoin d'aide pour faire le tri chez toi, tu peux aller rejoindre le groupe du défi tri. On fait des défis tri tous les 2 ou 3 mois. Là, le prochain, il est prévu pour fin septembre à peu près. Donc, rejoins le groupe et puis tu seras tenu au courant. Tu pourras regarder les publications du défi d'avant. En fait, le défi, c'est 7 jours. Pendant 15 minutes par jour, on trie. Donc, il y a une action à faire qui est postée tous les matins. On poste. Donc, j'ai créé le groupe et je m'en occupe maintenant avec Fleur qui s'occupe du blog Colette, qui est un blog d'organisation en cuisine, qui fait un super podcast d'ailleurs, un blogcast en cuisine qui est vachement intéressant. Et avec Eliette, qui est home organizer, et qui est du coup notre spécialiste tri et organisation. Et donc du coup, toutes les trois, on vous poste tous les matins une action. Et le but, c'est ça, c'est 7 jours, 15 minutes par jour, et on trie. Et ce qu'on a réussi à trier, bah, c'est déjà ça. Et si on arrive à en faire plus, tant mieux. Mais si c'est juste 15 minutes par jour pour une action par jour, et bah déjà, de faire ça régulièrement, ça change tout et ça permet de commencer à lancer le mouvement en fait. Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour le tri, rejoins le défi tri. Tu vas voir, c'est assez cool. Et puis moi, je te fais de gros bisous et je te dis à plus tard. Bye!